En tout cas, ce qu'ils ont démontré, c'est que tu pouvais aller vite avec de la qualité. Quand vous avez mis ce process en place là, est-ce que vous avez accéléré et est-ce que vous avez eu plus de problèmes? Mes anciens collègues pourraient te le confirmer, tu peux pas me croire, mais en 3 ans, on n'a jamais eu un bug en prod remonté par les utilisateurs. Et j'avais 20 000 utilisateurs par jour. JavaScript ou PHP? Bienvenue dans CTO in Shape, le podcast qui vous amène à la rencontre des esprits les plus brillants du monde tech. Je suis Mathieu Calaoui et chaque épisode est une invitation à explorer les idées et les innovations qui façonnent notre avenir. Merci à Yield Studio de soutenir ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CTO in Shape. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne assez spéciale, connue pour ses nombreux talks. En préambule, ce que je vais faire, c'est d'abord remercier le sponsor du podcast, Yield Studio, sans qui on n'aurait pas ce son magnifique et cette image aussi magnifique. Donc, merci Yield Studio, ça c'est hyper important de le préciser. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et salut Julien. Salut Mathieu. Ok. Est-ce que Julien Topsu, je vais te laisser te présenter en premier. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus sur ton rôle, ce que tu fais, et on abordera de différentes questions juste après. Ok, bah moi, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai commencé en tant que développeur dans l'informatique industrielle, ce qui fait que j'ai un parcours un peu différent de ce qui se fait classiquement, parce que j'ai vu autre chose que ce qu'on fait dans l'informatique de gestion. Et c'est un monde où tu n'as pas forcément les mêmes règles enfin, le bon code, c'est pas la même chose que dans ce monde-là que dans l'autre. Puis je suis devenu très vite tech lead, directeur technique, et depuis maintenant, on va dire une bonne dizaine d'années, je me suis spécialisé dans le domaine driven design et dans la sécurité applicative. Je suis aussi membre de l'OWASP, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je suis passé côté consulting il y a 4-5 ans, enfin un peu plus de 4 ans. Ok. Et donc maintenant, je suis consultant. Je coach des clients sur des pratiques. Je pense que j'expliquerai juste ça après. Et maintenant, je suis VP Tech chez Shodo, vice-président technologie chez Shodo, qui est un groupe de SN basé en France. On est un petit peu partout. Voilà, dont l'ADN est la justice sociale et le craft. Ok. Voilà. Très intéressant. Ok. C'est intéressant. Aujourd'hui, ton rôle de coach auprès des entreprises et auprès des membres de Shodo, ça consiste en quoi en fait? Est-ce que tu vas intervenir sur la partie sur quelle partie tu vas intervenir principalement? Ah, il y a deux choses, hein, parce que entre ce que je fais chez le client et ce que je fais à Shodo, outre mon rôle en gros, chez Shodo, je suis là pour animer la direction technique de Shodo. Ok. Donc, on est plusieurs directeurs techniques, on va dire, qui sont les mandataires tech, ceux qui sont les consultants qui ont monté des filiales chez nous, et donc qui ont un rôle d'encadrement et d'accompagnement des Shodo. Et on est aussi là, notre communauté est là pour définir ce qu'est le Shodo de demain, quoi. Et aussi tout ce qui est stratégique en termes de tech chez nous, les parcours d'onboarding, la formation, les parcours de formation, le catalogue de formation aussi, à l'extérieur, le positionnement de la boîte. Donc ça, c'est une partie de mon rôle d'animer ça en tant que VP Tech. Au sein de Shodo à Paris, je suis là pour accompagner les gens aussi. Donc les aider à créer de nouvelles compétences, co-animer ce qu'on appelle nous les Shodays, c'est des espèces de conférences qu'on a une fois par mois. J'ai mis en place par exemple du mentorat chez nous, tu vois, ce genre de truc. Donc ça, et puis je les aide aussi à devenir speaker, parce que ça fait un moment, si je l'ai oublié de le dire, j'ai monté un collectif qui s'appelle Craft Records, qui aide les gens à devenir speaker en communautaire, donc même si vous n'êtes pas de ma boîte, je vous aide, il n'y a aucun souci. Mais en interne, du coup, on a aussi un programme comme ça qui aide les gens à devenir speaker. Donc, c'est un peu, en gros, ce que je fais pour Shodo, quoi, et pour les Shodoers, tu vois, en termes de coaching. D'accord. Pour mes clients, c'est un peu différent. Depuis quelques temps maintenant, je fais du coaching en stratégie. Donc, en fait, ce sont souvent des comités de direction ou des execs qui viennent me voir pour amener une transformation souvent motivés par des problématiques type
on a du mal à se sortir d'un legacy, on a essayé plein de choses, on n'y arrive pas. On a des problèmes d'alignement avec le métier, etc. Et donc, je fais ce qu'on appelle du coaching socio-technique, c'est-à-dire que j'aide à la fois sur... il y a toute la partie domain-driven design stratégique. Ok. Mais il y a aussi toute la partie qui est liée à l'organisation avec. C'est-à-dire que si je reprends le modèle BAPO, Business, Architecture, Process, Organisation, tu t'assures que tout ça est bien aligné et que en fait, tu n'as pas les effets négatifs, par exemple, de la loi de Conway, où ton organisation va avoir un impact potentiellement négatif sur ce que tu produis. Donc, comment tu alignes tout ça, quoi? Donc, je mène des réorgs maintenant avec mes clients et je suis là aussi pour acculturer, alors quel que soit le rôle maintenant, parce que je fais ça aussi par exemple pour des équipes produits, et même côté métier, sur ce que c'est que une vision produit, surtout la culture produit, oui, le flow par exemple, comment l'efficacité opérationnelle. Donc flow, tu sais, c'est pour simplifier, c'est beaucoup de choses qui a été démontré par Accelerate. Je sais pas si les gens voient ce que c'est que ce bouquin qui est sorti en 2018. J'ai jamais lu, mais je pense j'ai déjà entendu, puis je l'ai pas lu, mais il est assez populaire. Et donc qui en fait vient démontrer l'efficacité, la corrélée des facteurs d'efficacité sur des pratiques qui nous venaient principalement du Lean, on va dire, et du DevOps. Je parle de la philosophie, pas du... Pas de la pratique. Ok, je comprends. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, qui a déduit 4 métriques qui sont a priori corrélatrices de performance, comme le lead time to change, le mean time to recovery, etc. Des DORA métriques, là. C'est les DORA métriques. C'est ça. Et donc, je les aide à mettre tout ça en place et aussi à savoir par où commencer, comment rationaliser les efforts, comment rationaliser l'organisation et comment on mesure en fait le fait qu'on s'améliore et comment on pollinise les nouvelles pratiques ou la nouvelle culture qu'on est en train de mettre en place au sein en fait des équipes, quoi. C'est hyper intéressant, ouais. C'est hyper intéressant et ça va me faire... tu me facilites un peu la transition, tu vois. Est-ce que tu peux me donner un peu ton point de vue, parce qu'on est en plein temps, de cette tendance qui laisse entendre que pour faire de l'argent, il faut faire vite / sale. Il y a vraiment une tendance comme ça. Il y a une tendance qui existe qui dit que, voilà, aujourd'hui, et c'est intéressant parce que tu es spécialisé du domaine driven design et j'ai beaucoup aimé le terme que tu as dit tout à l'heure, un peu technico-social, je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qui est en fait de venir en fait... être capable de transmettre cette idée du domaine driven design entre les techs et le métier et puis en faire essayer d'aligner en tout cas aligner les objectifs à travers plusieurs pratiques, ok. Et aujourd'hui, quand on entend en fait que pour créer un produit, et je parle vraiment à tous les niveaux, je peux parler vraiment de la grosse entreprise à celui qui veut juste créer son SaaS, est-ce que les règles sont les mêmes? Est-ce que on peut pas faire vite et sale parce que ça n'a pas de sens? Ou Alors, c'est une très grande question. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et alors, si je me base sur ce que a montré notamment, je reparlais d'Accelerate. Donc, c'est une étude qui a commencé en 2015. Ils ont sorti le bouquin en 2018. Je sais plus combien d'entreprises ils ont fait. C'est vraiment des docteurs en informatique qui l'ont fait. D'accord, donc c'est une recherche plutôt sérieuse. C'est une vraie recherche. Je mettrai la référence du livre en dessous du podcast, vous retrouverez la. Donc ils ont amené des liens de corrélation. D'accord. Corrélation, c'est pas des liens de causalité, attention. C'est pas parce que tu as ce truc-là que forcément tu seras efficace. Ok. Mais ce qu'ils ont noté chez les gens les plus efficaces, c'est qu'il y avait telle et telle propriété. Tu vois, donc faut pas prendre le truc à l'envers, mais en tout cas, ce qu'ils ont démontré, c'est que tu pouvais aller vite en faisant avec de la qualité. Tu peux aller vite en faisant de la qualité. La question qui se pose derrière, c'est plein de choses. C'est qu'est-ce qu'on entend par la qualité et qu'est-ce que ça veut dire d'aller vite. Tu vois. Typiquement, aller vite, c'est la capacité de tester rapidement ses hypothèses. Parce qu'en fait, quand tu crées un produit, quand tu fais des user stories, quand tu écris du code, tu ne fais que prendre des hypothèses. Là, il n'y a qu'une seule vérité dans notre métier, c'est la prod,
en fait, tu vois. C'est indubitable. Mais dans ces cas-là, la vitesse, ça pourrait pas être tout simplement... Enfin, on pourrait te répondre que non, mais moi, la rapidité, c'est de mettre en prod, en fait. C'est de mettre la valeur dans les mains du client. Mais c'est ça. D'accord, ok. C'est exactement ça. Et tu vois, par exemple, ce qu'ils ont montré, c'est plus tu livres souvent en prod, et notamment si tu arrives à livrer plusieurs fois par jour, meilleure sera ta qualité, en fait. Ok. Et pourquoi ? C'est parce que, alors pour le coup, quand j'étais chez Expedia, c'est un truc que j'ai expérimenté moi-même, tu vois, c'est que à l'époque, on livrait beaucoup à la demande, tu vois, c'est genre, on finissait nos sprints, on livrait quand il y avait un besoin de livrer, tu vois. Et je sais pas ce qui s'était déclenché chez moi à cette époque-là, mais je m'étais dit, il y a quand même un truc qui va pas, c'est que il y a quand même beaucoup de latence entre le moment où on a construit le truc et le moment où on a du feedback dessus. Parce qu'on livre justement à la demande, tu vois. On se dit, quand on a le go du PO ou je ne sais quoi. Et j'avais changé un petit peu les choses. À l'époque, j'étais tech lead dans mon équipe. À un moment où, en plus, le QA qu'on avait arrivait à la fin de sa... En fait, c'était un prestat, il arrivait au fin... En France, tu peux pas faire plus de 3 ans, tu sais, légalement. Enfin, c'est plutôt une sécurité qu'on prend pour pas que ce soit du travail dissimulé, quoi. Enfin, un CDI dissimulé. Ouais. Et mon manager a demandé, mais du coup, est-ce qu'on prend un QA ? Et je me suis dit, on va tenter un truc. On va faire en sorte qu'à la place du QA, on prend un dev. Et j'ai changé les pipelines pour qu'à chaque fois qu'on mergeait sur un truc sur master, ça partait en prod. Ok. Et donc, je l'ai dit aux gars. Ils m'ont dit, mais t'es fou. Je fais, mais en fait, là, comme ça, on va s'assurer que... Et pourtant, c'était des gens qui appliquaient le craft, tout ça, enfin, tout un tas de bonnes pratiques. Donc là, juste pour resituer, c'était je push, je merge, c'est en prod. C'est en prod. Ok. C'est en prod. En donc gros, on est trunk-based, quoi. Comment ? Trunk-based. Non, c'était pas du trunk-based. Mais dès que tu mergeais sur master, ça partait en prod. Ah, c'est dès que tu... Oui, c'est pas du trunk-based ? Non, c'est pas ça, du trunk-based. Trunk-based, tu fais pas de branche. D'accord, ok. Tu fais pas de branche du tout. Nous, on avait c'est encore nos branches, mais c'était en 2015, tu vois, donc il n'y avait pas encore tout ça, Trunk-based, il n'y avait pas encore le mob et tout. On travaillait encore différemment. Bon, je vais pas rentrer forcément dans le détail, sinon tu vas m'amener sur plein de trucs et je vais pas répondre à ta question. Mais on faisait du pairing systématique tournant, etc., avec des team reviews, enfin bref. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je m'étais rendu compte qu'avec la meilleure volonté du monde, le fait que tu sais qu'il y avait un QA qui passait derrière, tu te reposais quelque part dessus. Parce que tu dis, enfin, c'est inconscient, mais j'avais remarqué ça en fait. Il y a des trucs où je me dis, mais je comprends pas pourquoi ça, on l'avait pas automatisé avant, parce qu'on pouvait l'automatiser avant. Et pourtant, on avait automatisé énormément de choses. Et peut-être que vous aviez juste ce confort, entre guillemets, de se dire qu'on a une personne. On parle peut-être de responsabilité quelque part là. En fait, on parle presque de responsabilité. On a une personne qui vient prendre la responsabilité de venir double-check. Est-ce que ce qu'on a... C'était pas sa mission. C'était pas sa mission, mais il était QA. Il était là pour quand même s'assurer que le travail qui était effectué par les développeurs avant d'aller en prod mais il était pas là pour compenser le fait que... Surtout que nous, on a la philosophie de tout automatiser, tu vois. Ok. Donc, il était pas là pour compenser des problèmes d'automatisation. Mais en fait, avec toute la bonne volonté du monde, même en investissant là-dessus, je trouvais que ce QA-là devenait un goulot d'étranglement. Et c'est pas sa faute, en fait. Ce qui se passe, c'est comme tu dis, il y a une forme de confort qui se crée où tu te dis, bon, enfin, inconsciemment, parce que c'est vraiment cette équipe-là, je pense, c'est la meilleure avec laquelle j'ai bossé. Hein. Et de loin. Hein. Et vraiment, tout le monde était très bon. Et en fait, le truc, c'est que, il y a une espèce de confort psychologique, quoi. Oui. Et quand le QA est parti, j'avais automatisé certains trucs qui faisaient encore qui étaient intéressants, qui malheureusement n'avaient pas eu le temps d'automatiser, et j'ai dit aux gars, maintenant ça part en prod, maintenant il va falloir se débrouiller pour que on casse pas tout. Et en fait, ce qui s'est passé mécaniquement, c'est que les gens se sont posés plus de questions, et ils se sont posés plus de questions parce qu'en fait ils se sont dit, mais est-ce que là, tu vois, j'ai vraiment testé correctement. Est-ce que là, j'ai testé tout ce que je pouvais tester, mais nécessairement à pas faire de l'over-qualité. Et en fait, ça a ouvert tout un champ auquel tu t'attends pas forcément, qui est l'observabilité. Et en fait, c'est vrai que au bout d'un moment, tu te dis, je peux pas tout tester. Enfin, dans le sens où il y a forcément des trucs qui vont passer, tu vois, je vais pas forcément y penser au début parce qu'on est imparfait et on apprend. Du coup, il me faut mon droit à l'erreur.
Et si ton droit à l'erreur, c'est plus le QA qui est derrière toi, c'est compliqué. C'est qu'il va falloir que tu sois capable de détecter qu'il y a un problème en prod. Exactement, il agit vite. Et donc, on a mis en place tout un tas de sondes, de métriques. On avait instrumenté notre Slack pour avoir de l'alerting dedans, avec notre stack ELK qui était derrière. Et dès qu'il y avait un truc, on était au courant. C'est-à-dire que dès qu'il y avait, on commençait à avoir un rate d'erreur un peu trop inhabituel en prod, ça nous créait des alertes. Et on pouvait en plus tout piloter depuis Slack parce qu'on avait fait du ChatOps à l'époque, ça s'appelait. Donc ça nous créait nos Jira et tout, tu vois. C'était assez stylé. Mais le fait est qu'en fait, ça a augmenté la qualité, mais pas que la qualité du logiciel, la qualité de nos process aussi, tu vois. Okay. Parce que ça nous a mis en place de l'observabilité et tout un tas de réactions. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était que l'idée, c'est que si tu mets un truc en prod en plus, tu as tout intérêt de faire des petits changements en plus, tu vois. Ouais. Plus la surface elle est minime, plus c'est facile de découvrir s'il y a un problème, parce que dans ta recherche, forcément... Et c'est surtout, plus c'est facile de rollbacker. Ouais, en plus. Alors, le truc, c'est que on évitait de rollback, on corrigeait plutôt, mais c'est plus facile de corriger, tu vois, quand c'est petit que quand t'as modifié... 1000 lignes. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a amélioré tout le process. Et in fine, au final, on était de plus en plus confiants et on réalisait 5 à 6 fois par jour, tu vois. Et c'est ce que j'allais te poser comme question, en fait. Est-ce que, je te ferai moi un petit retour d'expérience, parce que c'est le projet dans lequel je travaille aujourd'hui. Nous, on met en prod, on a fait des pics à 20 fois par jour. On a fait des pics réellement à 20 fois par jour. On a encore des choses à améliorer, mais on a fait des pics à 20 fois par jour. Derrière l'observabilité, c'est un des sujets que nous, on a actuellement. Est-ce que vous avez accéléré? C'est ça la question, c'est que quand le QL est parti, quand vous avez mis ce process en place là, est-ce que vous avez accéléré et est-ce que vous avez eu plus de problèmes? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la qualité, là on parle de, est-ce que le client était toujours aussi satisfait potentiellement? Est-ce qu'il était plus satisfait? Est-ce que vous avez plus mis en prod plus rapidement en termes d'incrément et d'occurrence, quoi? Alors, clairement, parce que avant, on ne les réalisait pas 5 fois par jour, on réalisait tellement souvent qu'il y a l'équipe Ops qui est venue nous voir en disant on pense que vous avez des problèmes de configuration dans vos pipelines parce que vous êtes en train de surcharger tous les runners de la boîte. Ouais, tu vois, et il dit c'est pas normal en fait, vous déclenchez, parce que personne faisait ça dans la boîte à l'époque, vous déclenchez je sais pas combien de releases, ils pensaient qu'on avait peut-être mal configuré un watch ou je sais pas quoi, tu vois. Et quand on leur explique qu'on faisait, en fait, alors ce qui était très cool, c'est qu'ils ont très vite compris l'intérêt et en fait ils ont redimensionné, ils ont fait une refonte en plus du système de CI/CD pour nous permettre en fait à réaliser plus vite et pour avoir plus de ressources pour pouvoir avoir cette capacité de release. Donc ça crée en fait tu vas avoir plus de problèmes parce que en gros c'est des problèmes que tu avais mais que tu voyais pas. Et t'étais noyé dans une forme de latence qui est que des fois, les gens, ils me prennent 3 semaines pour livrer, tu vois. Ouais. Mais la contrepartie, c'est que t'apprends tellement vite. C'est vraiment un truc de fou. T'apprends fonctionnellement, techniquement, sur tout, ouais. Sur absolument tout. Ok. Et ce qui fait que comme t'apprends vite, tu vas forcément beaucoup plus vite. Okay. Et dis-toi, alors, et mes anciens collègues pourraient te le confirmer, tu peux pas me croire, mais en 3 ans, on a eu 2 ans, je sais plus, avec le démarrage de la refonte, je sais plus c'était quand. Ouais, c'était 2 ans, je pense. On n'a jamais eu un bug en prod remonté par les utilisateurs. Et j'avais en MVP 20 000 utilisateurs par jour. Non, mais je te crois. Et en fait, ça veut pas dire qu'on n'avait pas de bug, attention. Hein. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on avait une chaîne. Ça nous avait amené à un niveau où, si tu veux, quand il y avait un bug en prod, on le savait, et on était capable de le corriger rapidement, parce que comme on était en mode petit changement, en fait, et que même si on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à le corriger vite, bah là, cas exceptionnel, tu rollback, mais on essayait de ne pas rollbacker, justement, parce que ça t'amène d'autres problèmes de rollback, en fait. On avait une chaîne de tests qui nous détectait, parce qu'on faisait du staging sur nos plateformes avec des tests automatisés qui s'amoindrissaient parce qu'en prod tu pouvais plus faire de paiement en test automatique.
Au bout d'un moment, il y a des trucs où tu peux pas, quoi. C'est compliqué. Quoique maintenant, tu peux. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les technologies qu'on a maintenant de fausses cartes de crédit. Qui te permettent de faire des paiements dans tes tests. Je comprends. À l'époque, il y avait pas. Comme ça n'existait pas. Ouais, ça n'existait pas, ou c'était émergent, en fait. On n'avait pas ça encore. Si bien qu'on prenait la carte, c'est du manager pour se payer, pour essayer des trucs. Et après, qui se faisait rembourser par la boîte, c'était drôle. Parce que c'est du voyage, Expedia. Hein. Et en fait, on catchait énormément de choses dans cette chaîne. On était capable de réagir vite. Alors, nous, on avait de la chance, c'est qu'on avait du trafic. Donc, quand tu as du trafic, tes hypothèses, elles se vérifient très vite. Tes bugs, ils arrivent très vite. Quand tu as 10 utilisateurs, ça peut mettre plus de temps entre le moment où tu as réalisé et le moment où le bug est détecté, quoi. Mais là, en fait, comme tu as une volumétrie assez importante, tu as forcément plusieurs personnes qui ont le problème. Et là, tu as une alerte très rapide. Et donc, en fait, on était très rapide, on corrigeait, et souvent, quand ils appelaient le support, on avait déjà corrigé le problème. Ou on était en train de le faire, et du coup... C'était grâce à l'observabilité que vous avez mis en place et tout le pipeline. Et le fait qu'on était capable de réaliser très vite, c'est-à-dire qu'on était capable de réaliser en 20 minutes. Le 20 minutes étant tout le staging automatique qui se déclenchait. Au moment où tu pousses, au moment où tu merges, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tous les tests auto avec, je déploie sur la plateforme d'un tag, et puis après sur la pré-prod, et puis... Parce que tu dois quand même vérifier que tu marches avec tes partenaires, tu vois, ce genre de trucs. Et donc, pour répondre à ta question, tu peux aller vite en ayant la qualité, mais c'est un gros shift. Et c'est un shift de manière de bosser, de philosophie, que des fois, les gens n'ont pas envie de payer, et les gens qui n'ont pas envie de payer, c'est pas forcément les devs, ça peut être le management. Je vais te donner un exemple. Un jour, dans un entretien pour un client, j'ai un client qui me dit, ici c'est challenging, on a un gros legacy qui a 20 ans, on est en train de... ou 10 ans, pardon, celui-là, c'était 10 ans. On est en train de le réécrire, on fait notre première brique en MVP. Et je passais l'entretien au mois d'octobre et on me disait, là, la première brique, elle va sortir au mois de mars. Et ce que je lui ai dit à la personne, je fais, mais c'est trop tard en fait, c'est trop long, MVP. Elle me dit, mais pourquoi ? Parce que vous avez tout intérêt à ce que... Là, on est en train de parler de 6 mois d'élapse, vous faites que des hypothèses et vous allez mettre 6 mois à 6 mois de développement dans les mains des utilisateurs, et si vous dites que rien ne va bien, c'est problématique. En plus, accumuler. Donc, il faut livrer plus vite. Et quand j'ai commencé à parler du fait de livrer plusieurs fois par jour, après il y a des techniques quand t'as pas tout fini pour avoir des subsets d'utilisateurs sur potentiellement des fausses données, des trucs comme ça, ça a fait peur. Ça a fait peur parce qu'ils n'avaient pas les process pour ça, et leur organisation n'était pas prête pour ça en fait. Et en fait, la vérité, c'est que, comme je dis, on fait que des hypothèses. Plus vite tu les vérifies, plus vite tu vas de toute manière. Parce que le problème, c'est toujours pareil, c'est d'avoir codé des trucs et de mettre 6 mois à se rendre compte que c'était pas ce qu'il fallait. C'était pas ce qu'il fallait, que ce soit fonctionnellement ou même ou techniquement. Au bout d'un moment, tu peux avoir des problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le truc que tu as codé, tu l'as peut-être codé il y a 6 mois, mais depuis, tu as rajouté des trucs par-dessus. Exact. Nous, on a la culture de du refacto. Donc, en fait, les trucs que tu mets par-dessus, ils sont couplés avec... d'une certaine manière. Ils existent dans un écosystème de toutes les manières, donc il va se créer un et donc, des fois, de changer le truc que tu as fait il y a 6 mois, ça a des impacts sur d'autres fonctionnalités. Exactement. Donc, c'est pour ça que de faire petit et de faire souvent, en fait, tu vas forcément vite et tu apprends beaucoup. Donc, moi, je trouve que... j'ai appris énormément sur notre métier comme ça, et on a pu expérimenter très vite. On a fait de l'XP, on a fait du DDD, on a fait du BDD, puis on travaillait aussi en test en double boucle, tu vois. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que ça rationalise, ça donne une raison à tes pratiques. En fait, au moment, tu as un meilleur retour sur investissement, tu sais si c'est utile ou pas, quoi. Mais tu as à moitié répondu en fait à une des questions que j'allais te poser, c'était comment en fait convaincre le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on va dire que le client il a accepté de travailler avec toi, ok, et tu vas travailler avec des PM, des PO ou des gens du métier, et tu te rends compte que finalement on livre pas assez vite, la feedback loop elle est pas assez rapide. Ok, la mise en prod, elle est faite toutes les 2 semaines. Je prends le classique, je ne vais même pas jusqu'à 1 mois, mais ça existe, mais toutes les 2 semaines. Tu te rends compte que non, finalement, c'est pas bon, c'est trop long. Et que le domaine d'expertise ou le domaine métier dans lequel on travaille, il n'est pas critique au point où on ne pourrait pas faire plusieurs livraisons par jour. Comment est-ce que tu te demanderais déjà au métier, est-ce que tu peux le faire,
ou c'est un sujet qui ne concerne pas forcément le métier, et là c'est intéressant, c'est de dire ouais, est-ce que non, le métier doit être impliqué dans ce process-là, en vérité, ou c'est quelque chose qui relève vraiment des équipes finalement techniques, d'être capable de livrer des incréments de code réguliers, et être capable de mettre tout ce que tu as dit, l'observabilité, d'être capable de mettre des CI/CD performants, enfin, de voir avec les équipes Ops, ou même eux-mêmes de mettre comment dire, de faire de l'approvisionnement suffisant pour que ça avance assez rapidement sur la CI, qu'on ait du temps de latence qui soit ok, respectable, enfin acceptable du moins. Ouais. Comment toi tu t'y prendrais? Est-ce que c'est... En fait, ça dépend d'énormément de choses parce que... Alors déjà, il y a un truc qu'il faut décorréler du reste. Il y a beaucoup de codes qu'on écrit qui n'apportent pas de valeur, on va dire, faciale en termes de fonctionnalité. Ouais. Notamment, pour préparer, je sais pas moi, une nouvelle feature, tu vas refactorer. Et ce qu'on tente de faire, notamment en Trend-Base, c'est tu mets en prod le refactor, ensuite tu codes la feature et tu mets en prod la feature. Comme ça, tu sais si ton refactor il t'a pas amené des régressions. Ou des Ça, en fait, le métier, il devrait pas avoir à dire grand-chose dessus parce que c'est transparent pour eux. Mais je vais quand même nuancer parce que tu as certaines entreprises où tu dois avoir une validation obligatoire sur chacune de tes releases de ton métier. Et là, il va être forcément au courant de ce qui se passe, quoi. Et donc, en fait, pour moi, c'est la responsabilité de l'équipe que l'entretien du soft et que la maintien opérationnel du soft soit, on va dire, de qualité, stable, etc. Et donc, c'est pas le métier du business, en fait, de savoir faire ça. C'est le nôtre. Tu vois, donc, par exemple, mise à jour d'un framework, voilà, il y a besoin de le faire, on le fait. Et c'est ça, mais c'est ça. Aujourd'hui, si tu veux mettre ça en place, c'est quand même un coût, et comme tu l'as dit, c'est pas fonctionnel. Nous, on le sait que ça a de la valeur fonctionnelle, parce que finalement, les duramétriques, tu vas les ramener dans le VR, parce que tu vas être capable de livrer plus rapidement, tu vas avoir moins de PR, ça va moins stagner, il va y avoir aussi des effets de bord cool, parce que demain, tu fais un pair prog, tu merges, tu mets en prod, enfin, t'as pas de review, enfin, ça amène tout un tas de bénéfices derrière. Le métier le voit pas forcément. Pour avoir expérimenté, je sais que, par exemple, là, le PM avec lequel on travaille, il reviendra jamais en arrière. Tu vois, peut-être t'as des PM qui se battent pour avoir des staging, des UAT, des environnements farfelus, et puis t'as des PM qui ont goûté à un moment donné à ce type de flow là, et ils se disent non mais en fait si tu me rajoutes un environnement, bah moi ça va mettre plus de temps à aller en prod, alors que moi j'avais la possibilité de dire au développeur il y a un bug et c'est résolu avant même que j'ai envoyé le ticket quasiment, tu vois. Et c'est là en fait où c'est en fait à ce moment là en fait d'amener des personnes du produit à accepter que en fait l'environnement dans lequel on est, ok, tu le connais, t'es à l'aise, mais c'est pas le bon. En fait. C'est pas le plus efficace en fait. À un moment donné, il faut. Oui, ça, justement, ouais, c'est sur ça que j'allais venir derrière. En fait, la problématique qu'il y a derrière, t'as plusieurs niveaux. T'as les gens qui ont peur que les choses se passent mal, en fait, et il y a un truc très naturel qui est que quand tu as un problème, tu mets du process. Et donc souvent ils ont mis tout un tas de process de vérification et de contrôle qui donnent cette illusion que derrière on va faire les choses bien. Et ça, des fois, ça peut être killer parce que tu rajoutes tout un tas d'étapes de validation qui servent à rien. Moi, j'ai vu une boîte où, en fait, à chaque fois que tu montais, ils avaient 7 niveaux d'environnement. Ok, 7 niveaux d'environnement. Ouais, c'était énorme déjà. Et à chaque fois qu'ils montaient à un niveau d'environnement, ils devaient demander au N+1 l'autorisation de livrer sur le niveau d'environnement supérieur. Donc en fait, de dev à QA, tu demandes à ton chef. Okay. De QA à integ, tu demandes à ton N+2. Donc pour la prod, tu demandais à ton N+7. Ouais, ok. Et donc le N+7, de temps en temps, il se faisait des badges de validation, on comprend rien à ce qui se passe. Il y avait 200 mecs là-bas. Hein. Donc tu vois, c'est... Ok, ouais, c'est un amoncellement de process et de... C'est ça, et de contrôle, parce que tu as l'impression que c'est comme ça. Alors, quand ça devient politique, ça devient très compliqué. Mais ça prend plus de temps quand c'est politique. Quand tu as des métiers, quand on va revenir sur une échelle un petit peu plus petite, tu vois, tu as des métiers qui ont leurs habitudes, par exemple, ou qui ont peur. En fait, pour moi, il faut jamais arriver avec nos gros sabots en disant, je sais pas, par exemple, tu fais du waterfall, faut faire de l'agile, tu fais pas de tests, faut faire des tests. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour moi, il faut d'abord démontrer qu'on leur apporte de la valeur. Toujours. Avant de se lancer là-dedans, dans tout ça, c'est quoi leur problème, tu vois ? Ok.
c'est quoi les problèmes que eux considèrent. Oui, d'accord. Tu résous, oui, c'est ça. Ok, qui que comprennent. eux considèrent, qui pour eux sont pénibles et corrigent leurs problèmes, en fait. Même si c'est pas encore de la manière idéale ou quoi que ce soit, au moins tu gagnes la confiance. Du coup, ils vont se dire, ils savent ce qu'ils font en fait. Ils m'apportent de la valeur. Derrière, ce sera plus facile quand tu fais ça. Tu le fais quelques fois, tu vois. Ouais. Quand tu dis, bon là, ok, là, je comprends ton problème, mais par contre, ça va prendre plus de temps ou ça va prendre du truc parce que là, il faut refactorer ça ou là, ça me prend, tu vois. Parce qu'en vérité, déjà, il y a une forme de violence à déléguer quelque part, tu vois, parce que tu contrôles plus. Tu croyais contrôler déjà, c'est une croyance, mais quand t'expliques aux gens, non, on va pas faire comme tu dis, ou j'ai des trucs à faire, tu comprends pas ce que c'est, mais il faut que je les fasse, ils ont peur, tu vois. Donc il faut casser ça par la confiance et par la preuve sociale, je dirais, qui est qu'on est là pour t'apporter de la valeur et pas des cow-boys qui ont envie de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est une problématique qu'on rencontre, enfin que beaucoup de développeurs ou beaucoup d'ingénieurs, pas forcément des développeurs, mais d'ingénieurs rencontrent à un certain niveau et c'est totalement décorrélé de leurs compétences techniques. J'ai envie de te dire que même quand ils sont très bons techniquement, on arrive toujours à ce problème-là et c'est une espèce de plafond de verre. Ah mais carrément. C'est un vrai plafond de verre de pas avoir cette capacité à faire de l'humain. Mais c'est même plus que de l'humain, c'est de la politique presque. C'est de l'humain, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est socio-technique. Ouais, c'est qu'en fait, là où j'ai trouvé ça. Pour pouvoir avoir l'excellence dans ton soft, il faut que tu deals avec des humains en fait. Et donc avec leurs émotions, leurs sentiments, leurs peurs, leurs craintes, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que t'as tout à fait raison. Et c'est pour ça que il faut savoir aussi, tu vois, appuyer sur le bouton au bon moment. Parce que typiquement, peut-être que montrer que, je sais pas moi, on pourrait faire mieux en introduisant du trunk base ou je sais pas quoi. Peut-être que c'était pas le moment pour eux, tu vois, parce qu'ils avaient d'autres trucs, d'autres problématiques. Ils vont se dire, oh, tu vas rajouter un truc, on comprend pas. En fait, tu fais du mob là. Pour eux, c'est du BTP, tu vois. Dis ce qu'ils regardent, un qui bosse. Ouais. Et en fait, il faut introduire les choses au bon moment, en fait. Quand ça se justifie, moi, je fais souvent ça, où t'arrives à ramener ta problématique à leur problématique. Ok. Tu vois, typiquement, ils peuvent se plaindre du fait que tu mets énormément de temps à réaliser. Souvent, à créer une nouvelle feature. Et bah, et là, tu pourrais leur montrer, bah, regarde, moi, la feature, je l'ai codée en 2 jours. Mais là, ça fait 3 semaines que j'attends que j'ai un ops qui me la valide, quoi. Parce qu'il y a des endroits, tu sais, où c'est les ops qui mettent en prod. Ouais, j'en connais. Alors, il y a des endroits où tu pourras rien faire parce que tu sais, t'as des silos hiérarchiques qui font qu'il faut monter tellement haut de la hiérarchie pour que ça change. Mais des endroits où, ok, on avait mis des process lourds, etc., ils vont comprendre au bout d'un moment. Tu vois, dans ces facteurs-là. C'est pour ça qu'en fait, un des conseils que moi je donne souvent aux équipes, aux tech, c'est de pas laisser le calcul de nos indicateurs de performance aux autres, c'est-à-dire au Scrum Master, au PO, etc. Okay. Pourquoi ? Bah parce que en fait, si ils décident de la manière dont ils calculent tes performances, t'es dépossédé en fait du message que tu veux porter et de la réalité de ce qu'est ton métier. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu préfères les laisser toi à ceux qui au plus proches en fait finalement. Bah oui, c'est ça. Et c'est à eux finalement d'agir. Ah non, c'est que c'est toi qui calcules ta vélocité. Ouais, c'est ça, mais c'est ça au plus proche des. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, c'est ce qui se passe. Hein. Les droits métriques, par exemple, c'est nous qui les contrôlons et c'est nous qui les rapportons. Ouais, mais exactement. Tu vois. Comme ça, c'est aussi toi qui expliques pourquoi on en est là et comment on peut améliorer les choses. Et de se mesurer, en fait. Parce qu'il y a des gens qui délèguent ça à un point qui regardent même pas ce qui se passe, mais tu te mesures et tu prends ça en compte. Parce que si tu reprends le process en main, et c'était ce que voulait faire l'agilité à la base, hein, c'était de redonner la main aux devs sur des process qui étaient réservés au management ou à la chefferie de projet à l'époque, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ça, parce que comme ça, en fait, tu peux montrer, si tu calcules tes cycle time, bah voilà... on a passé un jour de dev dessus. Il y a, je sais pas moi, ça fait 3 jours qu'on attend qu'il y ait quelqu'un qui nous valide le truc ou qui regarde. Oui, c'est très factuel finalement. Bien sûr. Très factuel Bien sûr. Alors même malgré le factuel, t'as des gens très politiques qui te mettront des bâtons dans les roues et que voilà, tu pourras rien faire. Tu peux pas faire grand chose. Mais en fait, il faut ramener de la rationalité, tu vois. Et souvent, ce que je dis, c'est que tu vois, même quand tu upgrades un framework,
il faut toujours ramener ça à une capacité métier. Et la capacité métier, capacité, c'est anglais, désolé. Mais en fait, c'est le côté. Faut que c'est de la valeur pour le métier, qu'il y ait un intérêt pour le métier. C'est ça. Et forcément. typiquement, ça peut être soit là, il y a un trou de sécu, on va se faire péter, quoi, clairement. Ouais. Ou c'est en fait, nous, à cause du fait qu'on est sur une très vieille version de je ne sais pas quoi, on met énormément de temps à rajouter de la feature ou je ne sais pas quoi. Ou bien il y a une nouvelle feature dans la version supérieure qui nous permettrait d'aller plus vite, etc. Ouais. Exactement. Oui, il faut qu'il y ait toujours une corrélation pour le métier. Et il faut qu'aussi nous, on aide quelque part les métiers à mieux appréhender ça. C'est-à-dire que des fois, tu vois, Docker, Cube, ça leur parle pas. Ça donne pas de voilà, c'est ça. Il faut vulgariser. Moi, le nombre de devs que je vois parler de ça à des métiers en vulgarisant pas, et alors les mecs ils comprennent rien, tu vois, et ils ont peur. Mais il faut vulgariser de telle manière à leur expliquer la valeur que ça va apporter à l'équipe et donc que ça va leur apporter à eux. Et ça, c'est un truc que souvent on oublie de faire. Tu vois. C'est dans le discours, peut-être être capable de rester très haut niveau dans les discussions. Exactement. En fait, avec les métiers, et pour pas qu'il y ait cette frontière en fait qui se crée tout simplement en fait. Ouais. Exactement. Ouais, je suis carrément en phase. Je vais rebondir sur un autre sujet, on va rester dans les organisations. Aujourd'hui, on voit une tendance à avoir des équipes de plus en plus remote. Est-ce que, toi, sans opposer le remote par rapport au présentiel, c'est pas l'objectif, mais j'aurais voulu savoir un peu, toi, est-ce que tu as travaillé je suppose que tu as travaillé dans des équipes full remote, hybride, full présentiel. Quels sont les bénéfices ou les inconvénients que toi, tu as relevés dans les équipes en full présentiel, en hybride, en full remote, ou quand je dis hybride, c'est les équipes où on laisse la capacité en fait au développeur de venir quand il veut, on laisse la liberté de venir quand il veut et de rester, d'être là où il veut, quand il veut. Voilà, synthétiquement si... Alors, je vais juste faire d'abord une parenthèse sur... il y a beaucoup de, je trouve, enfin, c'est pas des fake news, mais des fausses vérités, je trouve, sur le télétravail, et notamment certaines qui sont souvent posées par le management. Et j'aimerais juste rappeler que, tu vois, par exemple, moi, il y a une époque, quand j'ai commencé ma carrière, on ne faisait pas tant que ça du télétravail, mais pendant 8 ans, j'avais mes devs, ils étaient en Inde, tu vois. Donc, forcément, je travaillais en remote par rapport à eux. Quelque part, c'est ça. Et toutes les réunions qu'on faisait, tout le code qu'on partageait ensemble, on se faisait des visios, etc. Ça n'a jamais gêné un manager. Ok, c'est intéressant. Non, c'est vrai, en fait. Ouais. En fait, c'est quand tu fais de la délocalisation, tu fais du remote. Et ça ne gêne personne. Sauf des fois les gens qui travaillent, parce que quand tu es sur des time zones différentes, c'est galère en fait, tu vois. Mais bon, ça n'a jamais gêné personne. Alors, le télétravail, il y a des boîtes qui font ça depuis très longtemps, comme Red Hat, etc. Et ça marche très bien, en fait. La grosse difficulté, c'est que les gens n'ont pas compris que c'était un shift de paradigme. Et qu'il faut savoir, quand on est dans un mode full remote, il faut savoir travailler en asynchrone. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. Quand tu es au bureau, dès que tu as besoin d'un truc, tu vas voir la personne qui sait le truc et tu le déranges direct, il te donne l'information comme ça. Tu peux pas travailler comme ça en asynchrone, surtout qu'en plus, tu as des boîtes comme à l'époque GitHub ou Full Remote. Vous me corrigez les gens de GitHub si c'est plus comme ça, mais avec des gens qui étaient vraiment dans des pays différents. Et en fait, ils ont appris à travailler différemment. J'avais vu une conf d'un gars de GitHub à l'époque qui t'expliquait qu'en fait, ils ouvraient les pull requests tout de suite à l'époque. Tu vois, même si tu commences et tout ce que tu mets dedans. Et du coup, tu n'attends pas d'avoir fini pour que tu aies du feedback. En fait. Ouais, c'est une technique qu'ils avaient, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, ce travail asynchrone qui est que tu mets des messages qui, en plus, ça te force à être concis, précis, tu vois, et tout verbaliser, en fait. Ouais, c'est ça. De manière efficace. Aussi, d'avoir des canaux de communication efficaces pour destinés aux bonnes personnes, parce que des fois, en vrai, tu envoies des bouteilles à la mer, à des mails, à des gens, tu sais pas qui, etc. C'est une autre manière de bosser, en fait. Et ça marche bien. Et je pense que même nous, en télétravail, on a du mal à faire ce shift des fois, tu vois. Alors, il faut se dire aussi que depuis, on a un meilleur outillage.
On a des trucs comme Code With Me, je sais plus comment il s'appelle le truc de VS Code, mais... Il y a LiveShare de LiveShare, exactement. On n'avait pas ça à l'époque, c'était galère. T'en avais un qui codait et l'autre, il avait le... L'écran était frustré derrière l'écran, mais non, mais... et puis t'avais une qualité médiocre. Ça s'est grave amélioré, donc on arrive mieux à travailler en synchrone en remote. Je trouve que le seul truc que le remote aide pas, et que souvent... Je trouve que c'est le seul endroit où il y a une nécessité de se voir en vrai. Ça va être notamment pour tous les formats qui sont proches des ateliers ou des prises de décision communes sur des trucs peut-être un peu stratégiques, etc. Parce que déjà, quand tu es en remote, tu as un seul canal de communication. Il y en a un qui parle, les autres sont obligés de... sont mutés, quoi. Sont mutés, en fait, c'est ça. Alors que quand tu es dans une... Tu vois, par exemple, tu fais un workshop, il y a 10 personnes, les gens, ils peuvent discuter entre eux, et donc ça paralyse un petit peu plus. Ça demande plus d'énergie aussi de le faire en remote, tu vois, ce genre de truc. C'est très intéressant. Et en fait, du coup, souvent, ce qu'on dit, tu vois, notamment, quand on a besoin d'un échange collectif ou d'une prise de décision collective, c'est toujours mieux d'être en physique si on peut. Tu vois, et ce sera toujours plus efficace. Par exemple, tu vois ce que c'est qu'un event storming? Oui. Donc, je vais peut-être juste expliquer. Donc, c'est un atelier où on amène les gens du métier et on va dessiner avec eux sous forme de post-it les flux de création de valeur, les flux métiers. Ça nous permet de découvrir le métier, construire un langage commun, savoir comment on organise notre soft, quoi. Et ça, en fait, quand tu le fais en remote, déjà, t'as plus les discussions entre les gens. Ok. Et toi, en tant qu'animateur, tu dépenses beaucoup plus d'énergie pour sortir, en fait, tes flux métiers, en fait, en 3 fois plus de temps qu'en vrai. Ok, donc ça, c'est de mon expérience. Et d'ailleurs, Brandolini, qui a créé les event storming, dans sa première version de son bouquin, il t'expliquait comment faire des event storming en remote, n'en faites pas, tu vois. Bon, il a changé un peu depuis le Covid, mais le fait est qu'en fait, il y a certaines choses qui s'y prêtent moins bien. Ok, il y a des choses qui se créent en fait en présentiel. À cause de dimensions presque physiques. C'est ça, presque. À cause de contraintes physiques que tu as en fait en remote avec les outils. Si demain les outils venaient évoluer et qu'on pouvait créer des rooms, ou peut-être pas, mais je pense que c'est même pas forcément ça se prête. Enfin, c'est une idée dans l'air comme ça. C'est qu'aujourd'hui, physiquement, on a des problèmes et pour tout l'aspect peut-être créatif, échange d'idées, le présentiel se prête plus à... Je trouve. D'accord. Il y a un autre truc aussi que t'as pas en remote, c'est, on va dire, tous les signaux faibles. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui sont en bad mood parce que ça va pas, ou en gros, en remote, tu es un petit peu en marche forcée, du coup, tu vois, parce que tu es obligé de... Enfin, il n'y a personne qui peut capter le fait que tu n'es pas disposé, ou t'as un petit problème, c'est ça, un bad mood, un bad feeling, que t'as une petite ou qu'il y a des tensions entre les gens, exactement. Et donc pour le coup, ça c'est peut-être plus dur pour les managers, du coup, ou les managers, parce qu'en fait c'est vrai que si tu fais vraiment attention à ton équipe, enfin, c'est-à-dire que tu regardes ce genre de truc, c'est plus difficile à capter parce qu'en fait tu vois pas les gens interagir ensemble. Mais là t'as des moi je travaillais quand j'étais au Canada, quand je travaillais à Montréal, on avait pareil, c'était un outil, mais l'outil, c'était juste en fait un prétexte. On avait des process avec les software managers où, une fois par semaine, ils avaient quelque chose quand même d'assez bien léché au niveau des informations qu'ils venaient recueillir chez chacun, avec des questionnaires anonymes qui étaient pas longs, pas fastidieux, genre tu avais 3-4 questions, tu vois, et principalement axés sur ce type de problématique-là, sur les signaux faibles. Ouais, bien sûr. Donc ça, pour moi, tu as quand même des solutions. T'as des solutions, ça se fait, et ça se fait à l'échelle. On était, je crois, 200 chez Worklip. Et là, chez Yield, on est 15, une quinzaine. Et ça se fait très bien. Donc, j'ai l'impression que sur cet aspect-là, on a quand même... on a sûrement des nouvelles choses qui permettent de le faire. Côté social. Après, tu filtres, en fait, parce que tout le monde n'est aussi pas fait pour bosser en remote. Ah bah ça, c'est tu vois, toi aussi le filtre du profil. Tu as des profils qui se prêtent aussi à travailler en remote, et tu en as qui le sont peut-être moins, tu vois. Ouais, et puis tu as aussi, moi j'ai des collègues qui vivent dans des endroits où ça s'y prête pas, parce qu'ils n'ont pas forcément la place chez eux. Tu sais, et si tu as 2 à faire du remote et que tu n'as pas la place, tu peux te marcher dessus.
t'as plein de trucs qui font que la situation personnelle peut ne pas s'y prêter. Et en gros, c'est des gens qui préfèrent aller au bureau, tu vois. Ouais. Okay. Mais parce qu'ils n'ont pas la place chez eux, ou qu'il n'y a pas l'environnement qui le permet, ou que c'est trop bruyant, etc. Ou t'as la canicule chez toi et t'es sous les combles et que du coup, tu vois. Mais alors du coup, pour répondre, est-ce qu'il faut laisser à la bonne volonté, etc. Moi, je dirais que c'est une question de plus l'équipe. Moi, je suis beaucoup pour responsabiliser l'équipe. Décider en fait ce qui est la meilleure manière de fonctionner pour elle, mais souvent ce que ces gens oublient quand tu les mets dans une forme d'auto-détermination comme ça, c'est mais que aussi ça marche avec les échanges à l'extérieur de l'équipe. Tu vois ? Parce que souvent entre eux les gens peuvent être d'accord et ça peut fonctionner entre eux, mais dès que tu es de l'extérieur de l'équipe et que tu es une équipe qui a besoin d'eux, en fait ça devient compliqué. Donc il faut en fait du moment que tu trouves une manière efficace de travailler avec les gens, moi j'aurais tendance à responsabiliser les équipes. Mais après il faut bien comprendre aussi mesurer le trade-off entre le côté on a ce confort de pouvoir être en télétravail et des fois l'efficacité. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, là, chez Shodo, on est une dizaine de directeurs techniques. Et on est un peu partout. Il y en a à Rennes, il y en a à Nantes, il y en a à Lille, il y en a à Lyon. Non, ils ne sont pas à Lyon. Il n'est pas à Lyon, lui. Il est à Paris. Mais bref, on est un petit peu de partout. Et souvent, du coup, on fait nos codir en remote. Okay. Et là, on est en train, en ce moment, de définir des choses stratégiques pour la boîte. Et on se rend compte qu'on passe des demi-journées à pas assez avancer. Et on s'est dit, on va déclencher une session en présentiel parce qu'on sait qu'en présentiel, on va être plus efficace. Il y a peut-être aussi ça, tu vois, des fois, c'est de se dire, peut-être avoir cette intelligence de se dire, ce recul, pardon, pas cette intelligence de se dire, en fait, on reste quand même des humains, il y a des échanges qui se font, on a besoin de passer aussi du temps ensemble, dans le monde réel en fait, parce que la physique autour de nous permet d'avoir un échange qu'on n'a pas quand on est en remote. Parce que pareil, Miro c'est très bien, mais il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Ouais. Tu vois, c'est limite encore une fois. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Ok. Donc pour toi, ça reste responsabiliser les équipes et adapter aux besoins. Et adapter au contexte. Et que les équipes soient pas dans une démarche très dogmatique en mode télétravail pour télétravail. C'est-à-dire que s'il y a besoin et que vous vous rendez compte que ça avancerait plus vite que pour tel type de choses. Les brainstorming, préférablement faites-les si c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Mais si c'est possible et que vous avez la possibilité de le faire, faites-le en physique, tu vois. Faites-le en physique, ouais. Et les autres brainstorming aussi, vous allez gagner du temps. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça fait beaucoup de mal au fait aux personnes qui aiment travailler en remote ou qui sont en mesure de s'adapter. T'as pas mal de profils qui sont vraiment très très dogmatiques sur le remote. Et je pense pas que ça serve la cause. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Je pense pas que ça serve la cause et c'était intéressant d'avoir ton retour d'expérience à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle de ton expérience aussi. Il faut adapter les moyens, l'efficacité. C'est ça. Nous, on est chez Yield, on se déplace quand il faut se déplacer et c'est un plaisir de se voir en fait. Ça devient un plaisir de se voir parce que on se fait totalement confiance et on arrive à respecter un petit peu les besoins de chacun en fait, tout simplement en fait. Donc c'est cool. Ok. Avant de rentrer sur des sujets un peu plus perso qui sont les conférences, le pourquoi du comment, je voulais te poser une question, moi, qui, je pense, servira à beaucoup de monde, en fait. Alors, la réponse, ça peut être peut-être, genre, ça se trouve, c'est même pas une question à se poser. D'accord. C'est quand tu commences un nouveau projet, c'est une question que je vois très souvent revenir dans les threads LinkedIn, dans les threads de Stack, c'est quand tu commences un projet, comment tu choisis les technos avec lesquels tu vas travailler? C'est quoi le process? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Est-ce que c'est une question que tu ne te poses pas? Demain tu rentres chez un client et tu as une solution. Est-ce que s'il y a un legacy, tu dis écoutez, je vais réfléchir avec quel outil je vais résoudre ce problème-là, ou par où tu passes? Wow, ça dépend beaucoup de choses et beaucoup du contexte. Parce que, en gros, si tu démarres de zéro, c'est plus facile. Et par exemple, imaginons tu montes ta startup, t'es beaucoup plus libre de faire un petit peu ce que tu veux, tu vois. Quand tu es dans une grosse boîte, même si elle lance une nouvelle appli,
en fait, il faut penser au fait que le logiciel, c'est un patrimoine. Et donc, par exemple, moi, j'ai vu plein d'endroits où tu avais des gens qui avaient choisi des technos type un peu cutting edge à l'époque, comme Scala ou Elixir. Et j'ai rien contre ces langages. Mais le fait est que c'est que derrière, la boîte elle galère à recruter des gens qui savent faire ça, tu vois. Parce qu'il y en a pas beaucoup sur le marché. Et des fois, en fait, faut prendre ça aussi en considération. En fait, c'est une vraie... Enfin, pour moi, le choix du langage, par exemple, ou le choix des technos, c'est des choses qui vont rentrer dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on a tout intérêt à comprendre ça et voir si c'est un bon choix ou pas d'aller sur tel ou tel type de technologie, tu vois. Si tu es dans une boîte qui est très proche de l'écosystème Scala et donc qui comme par exemple interagit beaucoup avec les communautés de développeurs Scala, il y a de fortes chances que tu arrives à te sourcer, d'avoir des gens. Quand tu es une grosse boîte qui est pas connue pour ça, etc., c'est plus compliqué. Alors ça veut dire aussi qu'il faut que tu fasses des efforts pour que tu puisses t'assurer d'avoir un vivier de développeurs sur ces niches-là. Mais il faut aussi accepter, et ça c'est aussi plus difficile des fois pour des grosses boîtes, que tu dois faire des fois bouger tes grilles salariales parce que développeurs expertise spécialisés, ça ne sont pas de la même manière. Mais en gros, il y a plein de choses à prendre en considération. Il y a la nature aussi de ce qu'on te demande. Et est-ce que le besoin est sec ? Est-ce que, par exemple, on est en train d'explorer, on ne sait pas vraiment. On a une idée, tu vois, on ne sait pas vraiment ce qui peut marcher. Là, tu as tout intérêt d'avoir des choses qui te permettent de poker très vite, en fait. Tu vois ? Mais il y a des trucs dans le réglementaire, par exemple, on s'en fout, on sait ce qu'il faut faire, tu vois. Et tu as même souvent la date qui va avec dans le réglementaire. Il faut que tu sois prêt à telle date et tu as ce scope-là à faire. Donc, tu n'as rien à poker, en fait. De toute façon, c'est même pas une question de est-ce que ça va apporter de la valeur aux utilisateurs, c'est réglementaire, tu vois. Donc tu fais pas, sinon c'est amende ou quoi que ce soit, tu vois. Donc tout dépend de est-ce qu'on maîtrise le besoin, est-ce qu'on maîtrise notre business plan ou pas, tu vois. D'accord, ok, donc c'est finalement multifactoriel. Tes choix ils vont être vraiment. C'est ça. Vraiment multifactoriel, mais. Exactement. Parce que je t'ai posé cette question-là parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai des amis qui recherchaient des développeurs Clojure sur un projet hyper avec un gros enjeu et ils galéraient à trouver un. Et je me posais la question de en fait d'où est-ce qu'ils sont partis, à quel moment ils sont partis, est-ce que c'est parti d'un délire d'un développeur, tu vois. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. C'est pour ça que je t'explique que ça devient du patrimoine et que c'est des choix de boîte et que quand tu vas choisir Clojure, faut bien réfléchir au fait que derrière il va falloir que ton système de recrutement il soit aligné pour aller chercher du Clojure. Et c'est pas que le fait de faire comprendre aux recruteurs qu'il y a des différences, c'est aussi que peut-être ton image de boîte, la communication que tu as, etc., ça prend du temps en fait. Ça prend du temps, tu vois, et typiquement, j'ai bossé à la Société Générale. Et l'un des challenges qu'il y avait à la Société Générale, et je pense que ça, ils ont réussi à le tacler, c'est que dans l'imaginaire des gens, dans des grosses banques comme ça, tu fais systématiquement du COBOL, etc. Et alors que c'est vrai à certains endroits de la banque, mais pas partout, tu vois. Et ils avaient, je pense, réussi à démontrer que ils avaient des technologies beaucoup plus jeunes, tu vois, comme nous on faisait du Kotlin, tu vois. C'est là-bas où j'ai fait pour la première fois du vrai Kotlin en prod, tu vois, et notamment comment tu fais ça, en permettant à tes gars d'aller donner des talks et de montrer que ils font du Kotlin, quoi, tu vois, dans tes projets de boîte, tu vois. C'est quand tu fais ces choix là, en fait, alors déjà ça dépend si t'es manager ou pas, mais quand t'es tech, faut que tu prennent conscience que ça a des impacts sur pas que le côté tech. Il faut que toute la boîte prenne conscience de ça. Et quand tu es manager, parce que j'en ai déjà vu aussi qui disent là, je veux tel soft ou tel techno ou tel moyen parce que le cargo de je sais pas où. Faut bien qu'ils comprennent qu'en fait, il y a tout ça, c'est derrière. Hein, tu vois. Donc, c'est pas uniquement un choix. Le choix s'arrête pas au niveau de l'IDE, quoi. Ah non, c'est un choix qui va rayonner en fait. Ah mais bien sûr. Va rayonner sur toute l'entreprise. Si tu es sur du Java, etc., tu as peut-être moins de problèmes tu as moins de questions à poser parce que tu as un gros vivier. Mais quand tu vas choisir des niches comme ça, tu as intérêt à bien comprendre à te poser les bonnes questions et de te donner les moyens en fait, tu vois. Et quand tu es dev, parce que moi j'ai vu des devs faire ça aussi, en fait,
tu peux pas emmener ton entreprise là-dedans sans les avoir prévenus et sans qu'ils soient conscients de ça, en fait, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vu des devs décider de faire du Scala au bout d'un moment dans une boîte qui en faisait pas du tout. Je suis pas contre, mais il y a un moment, il faut bien faire comprendre que quand vous allez partir, les gars, faut qu'ils soient en mesure de trouver des gens qui soient capables de maintenir, de reprendre. De maintenir et de reprendre. Carrément, ouais. Ok, carrément. Ça, c'est hyper intéressant. On arrive bientôt au bout de ce podcast-là, mais j'aimerais, en fait, juste aborder un dernier sujet. Je sais que tu parlais de talk à l'instant, et finalement, tu as exposé une des utilités du talk, c'est d'être capable de faire rayonner les entreprises, parce que finalement, on se rend compte que l'image qu'une entreprise a quand même pas mal d'impact sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on veut véhiculer comme comment dire ça, comme culture d'entreprise, finalement, culture et de politique, que ce soit technique ou fonctionnel, hein, peu importe. Hein. Je veux savoir, toi, aujourd'hui, si tu fais des talks, c'est dans quel objectif, déjà d'une, et au niveau des entreprises, quel est l'intérêt pour eux d'être exposés, exposés? Alors moi, j'ai un objectif très personnel de pourquoi je fais des talks. Et c'est parce que j'ai envie de montrer des choses que j'ai expérimentées pendant ma carrière, que j'ai pas forcément vues autre part. Et donc, notamment, mes dernières conférences, c'est ça. Celle que tu avais vue, je pense, là, tu me parlais d'IntroStar, c'était les API REST orientés métiers. C'était une utilisation des hypermédias que j'avais pas forcément vu autre part. Je dis pas que les autres le faisaient, mais mais que, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisaient comme ça. J'ai mis un posting dans ce sens-là. On mettra en dessous du podcast. Là, vous retrouvez dans la chaîne YouTube. Je mettrai tous les liens de tes dernières conférences. Vous retrouverez, c'est vraiment pas mal. Et tu vois, là, les dernières confs que j'ai fait, modèle mitosis, etc., c'est pas mal d'expérimentations que j'avais fait avec mes équipes à l'époque. Et c'est pareil, c'est des choses dont j'entends pas parler et dont j'ai pas vu. Et donc, en gros, j'essaye de spreader, en fait, cette expérience-là que je vois pas autre part. Et de telle manière aussi il y a une autre raison, c'est que j'essaye de changer. C'est ma manière aussi d'essayer de changer un petit peu la mentalité des gens sur tout un tas de choses. Parce qu'on est quand même dans le monde de la croyance souvent, on est dans le dogmatisme, etc. L'absolutisme aussi, où, que ce soit. Enfin, moi, je suis dans le craft, mais même dans le craft, on a des absolutistes incroyables. Enfin, tu vois, c'est de l'un ou l'autre. Hein. On n'arrive pas à comprendre que c'est pas parce que tu vois de la valeur dans un truc que c'est une silver bullet et que tout le monde doit faire ça, quoi. Et surtout de la manière dont toi tu le fais. Et donc j'essaye de casser un petit peu ça. Et donc voilà, moi ça c'est mon objectif, c'est d'apporter des choses que les autres apportent pas forcément, en essayant de changer le point de vue qu'on a sur tout un tas de choses sur notre métier, quoi. L'intérêt de la boîte, pour moi, elle est immense. Tu vois, moi, clairement, alors que je faisais pas ça pour ça, ça nous a ramené du business chez Shodo, clairement. Et il y a même tu vois, nous, on n'a pas de recruteurs, on n'a pas de recrutement. Et il y a des gens qui postulent parce qu'ils voient des confs de chez nous. Alors, pas que de moi, hein, mais etc. Tu vois. Et donc, en fait, quelque part, quand tu as un message qui est impactant, etc., ça te crée une image de boîte qui a énormément de valeur. Et en plus, surtout quand tu fais des confs où tu montes du code et tu montes des vrais trucs, j'ai vu, c'est pas que de l'auto-déclaratif, du genre, à nous, on est craft, on fait ça. Non, là, on te le montre, en fait. Ce qui a énormément plus de valeur pour les gens qui regardent que quand tu fais un post LinkedIn pour dire que t'es un ouf ou je sais pas quoi. Carrément, je suis 100% en phase avec ce que tu dis. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs tenu à t'inviter. Parce que j'avais enchaîné tes conférences et que t'étais pas forcément la personne la plus loquace sur les réseaux sociaux, alors qu'en conférence, tu déchirais tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Ça prend du temps d'être sur les réseaux sociaux. Ouais. mais c'est intéressant. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir t'inviter au podcast. Je sais pas si tu avais fini ta réponse, je t'ai coupé. Si, c'était... Voilà, en fait, à la fois... Enfin, les boîtes ont tout l'intérêt à laisser les gens et investir là-dessus. Parce que le retour d'investissement, on le voit pas direct. Il est même assez inattendu, mais ça te crée une marque employeur que tu n'auras pas autrement, en fait, clairement. Ouais, je comprends, carrément. Avant de demander où est-ce qu'on peut te retrouver, on arrive à la fin du podcast, je voulais te poser une question. JavaScript ou PHP? Tu sais,
tu sais que alors moi je viens du DDD. Il est en train de se dire. Ah non. Ouais, qu'est-ce que je vais répondre? Non, parce que je sais répondre à cette question. Et moi je viens du DDD et tu sais qu'il y a qu'une seule question, une seule réponse ou pas? Non. Il y a qu'une seule question, c'est quoi le besoin? Ok. Il y a qu'une seule réponse, ça dépend du contexte. Et en fait, pour moi, ça dépend énormément de plein de choses autour. Tu vois, par exemple, PHP a énormément évolué. C'est plus PHP 3 à l'époque. Ça ressemble beaucoup à du Java, hein, en vrai, on va pas se mentir. J'ai fait une mission chez une grande maison du luxe il y a 2 ans. Tout était en PHP 8. Et enfin, franchement, c'est même agréable à lire. Donc, il y a des problèmes avec PHP, mais tous les langages ont des problèmes. Mais le fait est que l'écosystème du e-commerce, c'est majoritairement des devs PHP parce que les grosses briques d'e-commerce, c'est du PHP. WordPress, WooCommerce, Shopify, si je dis pas de bêtises. Et en fait, rien que pour pouvoir s'intégrer avec ça, il faut que tu saches faire du PHP. Tu vois, il y avait Magento aussi, tu vois. Ouais. Et donc, en vrai, aller des fois à contre-courant de l'écosystème c'est aussi se couper la possibilité d'utiliser des briques existantes des fois. Donc, je dirais, en vrai, moi, j'ai pas de préférence entre JS et PHP. C'est sûr que si tu me demandes là de faire un front de manière agnostique à ce que je viens de te dire, oui, je le ferai en JS plus, tu vois, qu'en PHP. Et un bac? Un bac entre les deux? Oui. Là, vraiment, ça dépend du besoin. Ça dépend vraiment du besoin. Ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est intéressant. Parce que de toute façon, même les PHP aujourd'hui, ils te font des fronts en JS, ils te font ils te font du React en du PHP. C'est ça. Donc, clairement, je ferai pas du PHP pour du front pur, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, pour le bac, ça dépend vraiment du besoin. Dans quel écosystème je suis, etc. Et en vrai, pour moi, JS a énormément de problèmes aussi. Que TypeScript essaye de résoudre, mais TypeScript, c'est cool, hein, mais c'est pas suffisant par rapport à ce que je connais d'autres langages. Mais tu vois, j'en fais et je peux prendre du plaisir à faire du JS. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, je suis pas sûr que ce soit une bonne heuristique de se dire par préférence, il faut que je prenne tel truc. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, on en est à un stade où ça dépend du contexte, quoi. Aujourd'hui, en fait, en tout cas, entre JS et PHP, clairement. Mais même carrément, ouais, parce qu'en fait, en vrai, mais même tout ce qu'on fait dans le choix de nos outils, les choix de nos langages, on devrait plutôt choisir les langages et les outils parce qu'ils résolvent des problèmes plutôt que, tu vois, juste parce que on a une préférence. On a de l'affection, bien on connaît. Ouais, toi, tu vas pas coder J'imagine que tu peux peut-être coder un driver en HTML, mais t'as tout intérêt à le faire en Rust, en fait, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce que Rust, c'est plus adapté pour ça, tu vois. Toi, Go, ça sert à plein de choses. Moi, personnellement, j'aime pas Go, tu vois. Mais Go, je sais que ça apporte de la valeur sur tout un tas de trucs. Dans les écosystèmes Cube, ça a totalement du sens. Docker, ça a totalement du sens. Moi, j'ai plus de mal quand j'ai besoin de faire des choses qui sont très high level, très, très, très métier, tu vois. Parce que tu as moins d'abstraction dans ces langages-là. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire, mais ça te prend beaucoup plus de temps à le faire. C'est plus complexe. Donc voilà, tu vois, c'est... D'accord, ok. En fait, il faut choisir ton langage selon ton besoin, quoi. Okay. Et même si c'est un langage que tu kiffes pas le plus, c'est peut-être le plus adapté pour la situation. Pas de problème. Tu vois, ouais. Ça marche. Et juste une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Apprendre un langage ou utiliser un outil par rapport à son besoin. Si tu considères qu'on doit utiliser un outil par rapport à un besoin précis, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'absorber le temps d'apprentissage, par exemple, dans un langage qui répond largement à nos besoins, plutôt que de partir sur un langage qu'on maîtrise? Et je vais finir sur cette question un peu peut-être un peu complexe, parce que tu peux dire que ça dépend de la seniorité, ça dépend de tout un tas de choses, du contexte. Ouais, c'est beaucoup de ça. C'est-à-dire que je pense que quand tu es plus junior, en fait, pour moi, quand tu commences ta carrière, tu cherches à pouvoir être autonome, et ce qui te rend pas autonome, c'est le fait d'être confronté à je sais pas comment faire un contrôleur, je sais pas faire comme ça, je sais pas quels sont les types d'outils que je peux utiliser. Donc souvent, c'est pour ça que je trouve que quand tu commences ta carrière, t'es très technocentrique, quoi. Mais c'est aussi parce que t'essayes d'être le plus autonome possible. Donc là, en vrai, ce qui est plus intéressant, c'est les paradigmes. C'est-à-dire, si tu as commencé avec un langage orienté objet, essaye d'aller voir un langage ensuite orienté fonctionnel. Et une fois que tu as vu plusieurs paradigmes, changer de langage, ça devient beaucoup plus simple, en fait, tu vois. D'accord, ok. Ouais, aujourd'hui, j'interviens sur des trucs, toi, en C#, j'arrive à potentiellement coder des trucs. Là où je vais avoir plus de mal, c'est sur des frameworks
Tu vois, très spécifique où genre c'est vraiment ad hoc à une c'est ça. Mais en final, dans ce que tu apportes, tu auras toujours des gens qui savent faire, et etc. Donc, peut-être au début, en gros, tu peux commencer de n'importe. Moi, j'ai commencé mes premiers langages en prod, c'était de l'ADA. Hein. Ok, ça c'est jamais fait. Voilà, mais ça dépendait. Ouais. En fait, tu peux t'en sortir quoi qu'il arrive. Ok. Mais c'est juste, ayez la curiosité d'aller voir d'autres paradigmes de langage. Ouais. Et là, au bout d'un moment, vous aurez les armes en fait pour rentrer plus facilement dans les langages derrière, quoi. Ça marche. Mais écoute, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien? Alors moi, je suis sur LinkedIn. Vous cherchez Julien. Pas sur LinkedIn. T'es pas très souvent sur LinkedIn. T'es pas. Tu postais pas beaucoup sur LinkedIn. Non, mais en fait, je postais. Non, mais c'est vrai. Mais je postais plus à une époque. Mais en fait, je suis beaucoup trop. Ça. Moi, je vois mon boss. Il fait des posts toutes les semaines et il me dit, ça me prend 4 heures. J'ai pas 4 heures à mettre dans un post LinkedIn, tu vois. Parce que entre les conférences que je monte, que ça me prend des heures au carré. En fait, j'ai pas forcément le temps. Mais je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter et je suis sur Blue Sky. Vous cherchez mon nom. De toute façon, voilà, vous allez facilement me trouver et c'est souvent là que je poste aussi les conférences que je fais. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous allez les retrouver là. Et si vous voulez avoir de l'aide sur devenir speaker, vous pouvez suivre Crafts Records sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, c'est mon collectif qui aide les gens à se lancer. Okay. On organise des tremplins avec des conférences, avec pas mal de conférences en France pour aider les gens à se lancer la première fois, en fait, avec une équipe de coaching qui vous suit, avec la chance peut-être d'aller donner son talk dans la conférence partenaire. Donc, n'hésitez pas. Cool. Voilà. Okay. On mettra les liens sous la vidéo. Vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. Mais écoute, Julien, franchement, je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Tu as largement relevé le défi du podcast. C'était vraiment cool. Tu l'as même mis la barre encore plus haute. Donc, c'est gentil. Bon courage au prochain. C'était hyper cool et j'espère qu'on te reverra à l'occasion. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julien.